bon mardi. Ça fait plaisir de revenir en ligne, hein. Ça faisait quoi? Ça faisait trois jours qu'on a manqué. De mardi, de jeudi à mardi. Ou je sais plus. Ouais, en tout cas trop. Trop à mon goût. Bon après, hein, ça me fait énormément plaisir de revenir. Euh, j'ai dû, euh, j'ai dû aller dans un jacuzzi pour oublier le fait de ne pas faire des lives, donc ça a été très difficile pour moi, hein, ces 2 dernières semaines. Et non, j'en ai profité pour faire un peu le point sur ce que j'étais en train de faire. Et la conclusion, hein, c'est on va demander à Kavinsky de faire l'introduction. Euh, voilà, je pense que c'est la bonne solution. Ça peut être sympa. Voilà, voilà la conclusion de mes 2 semaines sans vous. Bonne conclusion. Et puis aujourd'hui on a le titre. On a le titre parce qu'en fait maintenant j'ai compris que le titre sur Facebook ça ne sert à rien. Par contre la description c'est un titre. Et oui, il en faut, hein, des années d'études pour réussir à comprendre ça. Il nous a fallu 20 épisodes de direct pour réussir à le comprendre. Donc effectivement, on a un titre, on a un sous-titre, et du coup vous voyez le sous-titre. Et aujourd'hui effectivement, je vais probablement donner mon avis. Alors ceux qui me connaissent savent très bien que ça risque fortement d'arriver même quand je ne préviens pas. Donc imaginez quand je vous préviens. Ça y est, je l'ai reçu. Alors je fais attention, c'est bon, il n'y a pas de... Hop, je l'ai reçu, vous l'avez eu vous aussi, la petite vignette. Zéro en plus celle-là, une zéro. Ah, vous faites pas mieux que moi, hein. La petite vignette critère. Alors c'est pas le sujet du jour, hein, même si là aussi, oui, effectivement, je pourrais donner mon avis sur cette vignette. On va rester dans l'immobilier quand même, hein. Sinon on va parler de tout. Et ça ferait pas mal de sujets. Mais non, oui, effectivement, la petite vignette critère, je l'ai enfin reçue. Alors j'en ai une, mais j'en ai reçu deux parce que j'ai deux véhicules. Euh, donc celui-ci pour la voiture électrique, hein, je vous dois une vidéo d'ailleurs sur la voiture électrique. Critère zéro. N'oubliez pas du coup. Alors si vous êtes à Nancy, n'oubliez pas parce qu'effectivement, vous le savez, vous avez dû en entendre parler, hein, la vignette critère sera utilisée pour les pics de pollution. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas forcément de Nancy, puisque j'ai mes collègues de la Moselle. Si vous venez faire un tour à Nancy, soyez prévenus. La vignette n'est peut-être pas obligatoire à Metz, mais elle l'est à Nancy. Donc, il vaudrait mieux quand même l'avoir sur le pare-brise en arrivant. Parce que enfin, c'est Nancy métropole, hein, donc dès que vous sortez de l'autoroute, il vous la faut. Si vous ne sortez pas de l'autoroute, hein, si vous partez tout droit direction Lunéville, tout va bien. Mais si vous sortez, aïe aïe aïe, si vous ne l'avez pas. Donc ça voilà, petit rappel aussi, parce que j'ai des clients même qui viennent de loin. C'est demain. Demain matin, j'ai des luxembourgeois. Bonjour si vous me regardez, du coup, hein, les luxembourgeois. Même chose, je ne sais pas si vous le savez, mais la vignette, bah oui, 6 pics de pollution il y a, elle sera obligatoire. Donc si vous avez prévu de venir à Nancy, comme on n'est pas forcément au courant d'un pic de pollution, essayez d'avoir la vignette. Elle est obligatoire dans une quinzaine de zones de France toute l'année, hein, de 8h à 20h je crois. Si vous voulez à Paris, Grenoble, Lyon. À Nancy, c'est uniquement pic de pollution pour l'instant. On attend de voir le 1er janvier, on attend de voir le 1er juillet de l'année prochaine. Si ça évolue, en général, hein, on n'enlève pas quelque chose, on en rajoute. Donc on risque d'arriver à cette étape-là très rapidement. Donc autant la voir tout de suite. Bon, sauf si votre voiture c'est une 4 ou une 5, parce que j'aime bien les gens qui nous disent de commander des vignettes. Si votre voiture est en vignette critère 4 ou 5, ne commandez pas la vignette. Ça sert à rien. C'est totalement inutile dans le sens où... Et ça a coupé. Ça coupe. Bien évidemment, dès qu'on parle de sujets qui fâchent, ça coupe.
c'est bon, c'est revenu, c'est pas revenu, c'est dur la reprise sur l'ordinateur. J'aurais peut-être dû l'allumer hier pour faire des tests. C'est bon, on est reparti. Donc oui, vignette critère, si votre véhicule est une vignette 4 ou 5, ça sert à rien de la commander parce que vous ayez une vignette ou pas, vous prendrez l'amende. Donc économisez-vous les 3,70 €, payez-vous un kebab et puis bah, c'est tout. Et puis bah, regardez la télé les jours de pic de pollution, prenez le bus ou le vélo et puis c'est tout, ou changez de voiture. Mais donc oui, critère 4, critère 5, ne l'achetez pas, ça sert à rien. C'était pas le sujet du jour, on a dit qu'on restait dans l'immobilier, on ne va pas non plus parler d'écriture inclusive, on n'est pas là pour ça. J'imagine en plus qu'il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliqueront mieux que moi. Non, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui brûle, mais qui parle d'immobilier, c'est la réforme des APL qu'il y a eu très récemment. Alors, est-ce que vous êtes déjà au courant qu'il y a eu une réforme, hein? Donc la réforme est rentrée en compte le 1er janvier. Donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, hein. 1er janvier, donc nouvelle réforme de calcul des APL. Forcément, 6 mois de délai pour avoir les premiers gros changements. J'ai un trou dans la barbe. Premier gros changement, et du coup, bah, premier mécontent, premier perdant qui crie au scandale. Donc on va effectivement voir ça aujourd'hui. Je vais mettre en place un petit sondage. Je touche, j'ai déjà touché des APL. Alors, pour ceux qui sont présents dans le chat ce matin, je vous mets déjà un petit sondage, toujours sondage très simple, hein. Est-ce que vous avez déjà touché ou est-ce que vous touchez à cette heure-ci des APL? Oui, non. La réponse est très rapide. Alors attention, hein, je ne veux pas 70% d'abstention. Je refuse. Comme tout le monde, on va dire, hein. Ça non plus, ce ne sera pas le sujet du jour. On va encore moins parler des élections. Quoique, hein, les APL, ça peut se rapprocher, hein. On n'en a pas trop entendu parler parce que ça ne touche pas les régionales et les départementales. Mais effectivement, si je donne mon avis sur les APL, est-ce qu'on ne serait pas déjà en train de glisser sur du politique? Je ne sais pas. Et à cette heure-ci, ce n'est pas la question. Donc, est-ce que vous avez déjà touché les APL? Est-ce que vous touchez les APL? Si vous touchez, parce que j'ai mis les deux, hein, je touche et j'ai touché, donc moi effectivement j'ai déjà touché des APL, c'est plus mon cas, donc la réforme en soi ne me touche pas pour le coup. Si vous êtes en plein dedans, il peut y avoir des surprises, et effectivement actuellement a priori c'est plutôt des mauvaises surprises. Donc là aujourd'hui, comme d'habitude, on est à 50-50. Sinon, ce ne serait pas un vrai sondage. Donc, 50% de oui, 50% de non. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Si vous êtes bailleur, ça peut changer des choses. Parce que là, du coup, oui, les APL, j'ai toujours pas parlé de l'acronyme ou autre. Bon, normalement, les APL, tout le monde connaît ce que ça veut dire. Mais donc, le sujet d'aujourd'hui concerne les locataires et les bailleurs. Un propriétaire qui vit dans sa maison sera moins concerné par cette émission. Mais si vous êtes locataire et si vous êtes bailleur, un sujet qui nous intéresse. Donc je vous laisse continuer à voter, hein, mais bon, on va aller jusqu'au 50-50 complet. Je viens d'ouvrir un onglet sur Google, donc peut-être que ça va couper encore une fois. Sur Google Chrome. Si je commence à ouvrir des onglets sur Google, ça va pas aller, hein. Et puis on va voir les articles là, que j'ai sélectionnés, comme d'habitude, pour alimenter notre sujet du jour. Donc, eh oui, APL. Les APL, c'est une subvention, c'est une aide financière. C'est l'acronyme de aide personnalisée
au logement. Alors, attention, on va commencer aussi par un petit point sémantique, on va dire. C'est pas vraiment de la sémantique, mais technique plutôt, parce que là, ce sera plus de la technique. Vous ne pouvez toucher des APL que si l'appartement ou la maison dans laquelle vous vivez est subventionné, est conventionné, pas subventionné, est conventionné par l'État. Donc il faut qu'il y ait une convention entre le propriétaire et l'État pour que vous puissiez faire une demande d'APL et toucher les APL à la CAF. Et ça, effectivement, en fait, ça va être un abus de langage. APL, on regroupe toutes les aides au logement dans le terme APL. Ce qui fait que, on va dire, et ça, bah, du coup, si vous êtes tout jeune bailleur, vous allez avoir quelqu'un, un étudiant qui va visiter votre appartement et il va vous demander, ah, je peux avoir les APL dans votre logement parce que lui a peut-être vu qu'il fallait être conventionné, donc il va vous demander, est-ce que vous êtes conventionné? Et là, bah, vous gérez votre appartement, votre studio meublé. Bon, non, je ne suis pas conventionné par l'État. Ah mince, donc je ne peux pas avoir les APL. Il vous le dira pas comme ça, ou il le gardera pour lui, il prendra une note, il va se barrer, vous perdez votre locataire, enfin votre candidat locataire. APL, en fait, quand on l'utilise, quand j'entends les gens l'utiliser, c'est un abus de langage dans le sens où tout le monde va parler d'APL, on parle tous d'APL. Or, les APL, c'est uniquement pour les appartements conventionnés. Une convention entre le bailleur et l'État, ça veut dire que c'est l'État qui choisit le loyer. Alors, il ne choisit, c'est pas, il choisit le loyer, il voit votre appartement, il choisit le loyer, mais il y a des fourchettes et un plafond maximal de loyer par rapport à la situation géographique, par rapport à la typologie de l'appartement. Donc, en gros, l'objectif pour l'État, c'est d'avoir une offre pour des personnes précaires sans être trop précaires. Donc il y aura les personnes précaires qui peuvent bénéficier des HLM et il y aura donc après tous les bailleurs privés qui vont faire un peu leurs tarifs. Il y avait un trou entre les deux, donc on fait une convention qui choisit un loyer un peu entre les deux, donc inférieur au marché mais supérieur au HLM. Donc ce qui n'est pas véritablement subventionné en direct au propriétaire, mais du coup le propriétaire pourra effectivement avoir... Alors ça a encore coupé et j'ai vu la tête que j'avais au moment de la coupure. J'espère que personne n'a fait un imprimé écran. Et du coup j'en profite. Bonjour Nicolas, vu qu'on a fait cette petite pause à cause de la coupure réseau. Donc, les appartements conventionnés, c'est dans le but d'avoir un marché du locatif entre le HLM et le prix du marché. Parce que le prix du marché, il monte un peu de plus en plus et tout le monde ne peut pas effectivement ni prétendre au HLM et pour autant payer le prix du marché actuel. On pense notamment aux étudiants. Donc, convention et prix choisi par l'État par convention pour ne pas être au prix du marché. Si du coup vous n'êtes pas conventionné, vous ne pouvez pas toucher les APL. Mais il y a une autre aide. Il y en a 3 en fait des aides. Je cherche les 2 autres. Voilà. Il y a les APL pour les appartements conventionnés et il y a l'ALS pour tout le reste, allocation de logement social. Les APL, les ALS, du coup, hop, je vais passer. Je cherche mes boutons maintenant. Hop, voilà. Normalement, on a changé de scène. Donc l'ALS, c'est exactement comme les APL.
c'est la même méthode de calcul que les APL, sauf que vous pouvez demander l'ALS si vous ne pouvez pas prétendre aux APL, c'est-à-dire surtout du coup si l'appartement n'est pas conventionné. Donc ça, que vous soyez candidat locataire ou bailleur, sachez-le, effectivement, si l'appartement n'est pas conventionné, vous n'aurez pas les APL, mais vous pouvez prétendre, vous pouvez faire la demande d'ALS. Mais dans le commun des mortels, on parle d'ALS, on parle d'APL pour toutes les aides au logement. Il y a également l'ALF, l'allocation logement familial, qui regroupera une troisième catégorie de personnes, mais donc APL, ALS, allocation logements sociaux. Conventionné, ne faites pas l'erreur du coup si vous êtes bailleur, si vous êtes candidat locataire. Ça donc c'est pour les aides qui existent. Et on a dit que le sujet donc qui nous intéressait, c'est la réforme du calcul. Donc c'est sur Moneyvox. Alors ce sera Boursorama, mais Moneyvox, parce que apparemment Moneyvox, en plus de leur site internet, publie des articles sur Boursorama. Mais donc l'article vient de Moneyvox et nous titre APL, la réforme du calcul des aides au logement fait grincer les dents. J'aime bien Moneyvox pour le coup, on l'a beaucoup utilisé dans l'émission. Et ce que j'aime bien sur Moneyvox, c'est qu'il reste très factuel. Il n'y a pas d'émotionnel dans leurs articles, c'est économique pur. Et du coup, je prends cet article aujourd'hui parce qu'effectivement, il nous explique de manière factuelle la modification des APL. Ils nous prennent de manière factuelle les grands gagnants, et il n'y en a pas beaucoup, et les grands perdants, et il y en a beaucoup. Et c'est tout, c'est des chiffres. Alors que justement, courant mois de juin, cet article date du 18, mais tout le mois de juin, on a eu énormément d'articles sur plein d'autres médias. Et du coup, on est plus dans l'émotionnel, où on va vous montrer une étudiante dans sa cuisine, et on titre avec la réforme, Jocelyne a perdu 400 euros. Point. Et voilà. On fait du sensationnel avec des personnes, on prend des exemples concrets, et c'est pas plus mal, on prend des exemples, enfin un exemple concret d'une personne qui perd énormément du jour au lendemain, et c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est de l'émotionnel, c'est Jocelyne, c'est Pierre, c'est Jacques qui a perdu de l'argent, on met un nom sur le visage, un visage sur un nom et sur une perte, sur une situation problématique. Moneyvox, j'aime bien parce que effectivement au moins pour ma lecture en tout cas du fonctionnement, en tout cas de la réforme, on est sur du factuel et sur des chiffres globaux, et ça nous explique la situation de tout le monde sans nous dire Jacques il pleure et Paul fait la fête. Bonjour Colette, entre les deux. En parlant de fête, je ne savais pas qu'hier il y avait la fête de la musique. On me l'a appris ce matin. Je savais qu'on était le 21 juin, mais pour moi, j'en étais resté aux déclarations de Roselyne Bachelot qui nous avait dit « Restez chez vous, il n'y aura pas de fête, Covid. » A priori, l'Est républicain a fait 2 articles ce matin, on en a bien rigolé d'ailleurs. Le premier, la fête de la musique était très calme parce que de toute façon il pleuvait. Deuxième article, la fête de la musique était loin d'être calme parce que il y a eu des heurts avec la police. A priori, faites un seul article et puis on fera le tri aussi. Mais donc, je n'ai pas fait la fête, moi pour ma part. Dites-le moi en commentaire si vous avez fait la fête, tant qu'à faire. Donc la réforme, depuis le 1er janvier, ça c'est ce qu'on a dit, le mode du calcul des APL de la CAF ont changé. Suite à cette transition, les études sur les impacts de cette réforme se sont multipliées, les articles aussi se sont multipliés et toutes arrivent à une conclusion proche, il y a plus de perdants que de gagnants. Ça, c'est une opinion. Enfin, c'est un fait, mais très, très opinion. Pourquoi une telle situation? Qu'est-ce qui a changé? Qui sont les grands perdants?
tous les chiffres et les détails dans cet article. Et on verra après plus d'exemples dans le deuxième article de Moneyvox qu'ils avaient fait donc l'année dernière pour expliquer que ça allait changer parce qu'on était prévenu, on savait que ça allait changer, mais effectivement, c'est surtout pour ça qu'on fait la tête, c'est qu'on n'avait peut-être pas pensé que ça changerait aussi vite ou alors on ne l'avait pas vu passer. Alors, les APL 2021, comment ça fonctionne? Avant le 1er janvier 2021, les revenus pris en compte étaient ceux remontant à 2 années en arrière, donc les salaires touchés en 2018 pour une demande d'aide effectuée en 2020. Jusqu'à 2020, c'était comme ça. 31 décembre 2020, vous faites une demande d'APL, on vous dit d'accord monsieur, d'accord madame, quel loyer est-ce que vous payez, est-ce que vous êtes dans un appartement conventionné ou non, quels sont vos revenus de 2018. Depuis le 1er janvier 2021, la CAF ne vous demande plus les revenus de 2018, mais ils sont basés sur les revenus des 12 derniers mois. Donc 31 décembre, on vous dit bonjour, quels sont vos revenus de 2018 ? Vous donnez vos salaires, vos impôts, votre déclaration d'impôt, on calcule votre aide par rapport à 2018. Au 1er janvier, vous faites la même demande, le 2 janvier, parce que du coup la CAF est fermée le 1er janvier. Le 2 janvier, vous faites votre demande d'aide au logement. Qu'est-ce qu'on vous demande? Les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, c'est-à-dire pour le coup du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Pas 2018, pas 2019, mais 2020. Même chose, du coup, nous sommes le 22 juin. Vous faites une aide pour un appartement, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui cherchent des appartements, des studios en ce moment. Donc, vous êtes étudiant, vous préparez la rentrée de septembre. Vous allez devoir présenter les 12 derniers mois de revenus, c'est-à-dire de mai 2021 à juin 2020. Ça fait 12. Vous ne devrez pas donner 2019 comme l'année dernière. Donc si vous touchiez l'année dernière et que vous touchez cette année, faites attention, effectivement, le dossier change, les données changent, les documents que vous donnez changent et les grands perdants viennent de là, tout simplement. Et deuxième changement, parce que ça c'est le premier changement, c'est la base de calcul. Deuxième changement, l'actualisation se fait chaque trimestre. Avant, en 2020, d'ailleurs ils ne l'ont pas mis, en 2020, au 31 décembre 2020, quand vous faisiez une demande des APL, vous donniez vos revenus 2018, on vous disait voilà, vous aurez droit à temps. L'année suivante, 12 mois plus tard, bonjour, j'ai encore besoin des APL, nous sommes le 31 décembre 2021, vous nous donnez les documents de 2019 et vous faisiez votre réactualisation une fois par mois par rapport à N-2. Maintenant, vous faites votre demande d'aide par rapport aux 12 derniers mois et vous devez faire la demande d'aide, l'actualisation de la demande d'aide tous les 3 mois. Donc quelqu'un qui a fait sa demande au 1er janvier, au 2 janvier, eh bien janvier, février, mars, boum, 1er avril, ce n'est pas une blague. Recalcul de vos APL entre mars 2021 et avril 2020. Mai, juin, boum, début juillet, 1er juillet, deuxième actualisation, bonjour monsieur, de juin 2021 à juillet 2020. Et tous les 3 mois, vous allez devoir faire votre actualisation. Et du coup, comme le montre Moneyvox, c'est ça qui pose problème. Donc sur le papier, la modification des périodes par les pouvoirs publics semble être judicieuse. Alors pourquoi suscite-t-elle la grogne des associations? Bien que les chiffres officiels n'aient pas encore été communiqués, plusieurs études montrent que cette réforme a fait davantage de perdants que de gagnants. Moi je trouve ça logique en fait, que ça ait fait plus de perdants que de gagnants. C'est pas, il n'y a pas véritablement besoin d'études. Alors le fait qu'il y ait des études c'est bien, mais alors ça me paraît logique, et soit dit en passant, je pense que la réforme est dans ce sens-là.
C'est que le but, c'est de ne pas trop payer d'APL. Donc c'est de faire des économies pour l'État, hein, c'est le but. Pour moi, c'est pas le but. Mais pour l'État, le but de cette réforme, c'était de faire des économies. C'est pas tant de donner plus d'aide, c'est de faire des économies. Donc le fait qu'on soit étonné, bon, voilà. Alors, selon les Échos, 41% des bénéficiaires ont vu le montant diminuer, voire de passer à zéro dans les cas les plus extrêmes. Mais bon, on n'a que les 41%. 32% rien changé, 26% gagnant. Et les chiffres, effectivement, sont logiques. Il est communément admis que les salaires évoluent le plus souvent à la hausse avec les promotions qu'à la baisse. Donc forcément, vos allocations risquent de baisser. Les gagnants, les perdants, on les verra dans le second article. Alors, c'est là où moi je voulais donner mon avis. En fait, c'est que bon, alors, elle aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, la réforme, 2018. 2019 du coup. Bon, pour le coup, vu qu'il y a eu un peu de retard et après le Covid, c'est pas plus mal qu'il l'ait encore plus retardé. Le fait de la faire 1er janvier 2021, on sent le besoin de faire des économies. C'était peut-être pas forcément le moment le plus judicieux pour le faire. Peut-être même éventuellement le faire en juillet, parce qu'on sait que justement les APL, ça touche beaucoup les étudiants. Et du coup, bah, effectivement, changer les aides en cours d'année scolaire et pas d'année fiscale, bon, on aurait peut-être pu faire mieux. Ça, c'est un point de détail. Ce changement a eu lieu pour le RSA. Donc ça ne concerne pas l'immobilier, mais au niveau des autres aides de la CAF, hein, de la Caisse d'allocation familiale, le RSA était calculé de la même manière que les APL, donc c'est-à-dire au revenu N-2, et ils ont changé exactement le même système. Enfin, donc c'est les APL qui a pris le système du RSA, à prendre les 12 derniers mois avec un calcul sur les 3 mois, tous les 3 mois. Donc 12 mois glissants sur 3 mois. Et ça a été fait il y a une dizaine d'années. De mémoire, hein, c'est 2012-2014. Du coup, bon, peut-être qu'ils n'ont pas fait les deux en même temps pour pas justement que les gens crient de trop. Parce que, effectivement, hein, si vous changez tout d'un coup, que la personne perd du RSA, perd des APL, on aurait peut-être eu les gilets jaunes 5 ans avant. Donc maintenant que je le dis à l'oral, c'est probablement ça le choix du gouvernement. Mais du coup, oui, je comprends pas moi pourquoi ça a mis tant de temps entre le RSA et les APL de faire le même changement. Parce que pour moi, ce changement, alors oui, il fait des perdants, ça c'est logique, hein, même Modevox le dit, mais il fait des perdants dans le sens où le calcul était mal fait. C'est qu'il n'y a absolument rien de logique de vous aider aujourd'hui sur ce que vous avez gagné il y a 2 ans. Donc les perdants, et si j'ai un perdant, hein, en direct ou même du coup après en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire ou quoi que ce soit pour qu'on en discute. Mais si vous êtes perdant avec la réforme des APL, c'est parce que vous profitiez du système, d'un mauvais calcul du système. Attention, c'est pas profiter du système. Le système, on nous le donne et on l'utilise. Vous utilisez le système. On vous a dit de donner 2018, vous donnez 2018. Mais on sent quand même, juste quand on le dit à l'oral, qu'il y a un souci. C'est que pourquoi calculer ma situation personnelle d'il y a 2 ans pour m'aider aujourd'hui? C'est ridicule. C'est ridicule. Donc effectivement, si aujourd'hui en fait il y a plus de perdants que de gagnants, c'est parce que l'économie progresse. Le jour où par contre il y a un trou d'air, on est en train de sortir de la crise sanitaire du Covid, de la Covid. Si en septembre, beaucoup d'entre vous perdent leur emploi, et je ne vous le souhaite vraiment pas, bien évidemment, mais si en septembre, vous vous retrouvez au chômage du jour au lendemain, cette réforme, vous serez la première à l'aimer. Parce qu'on ne va pas calculer votre salaire d'il y a 2 ans où tout allait bien, on n'était pas en Covid 2018, ouais, tout va bien, vous aviez un emploi, vous étiez bien payé, vous aviez droit à zéro aide. Non, là on va vous dire, bah, écoutez, depuis 1 an, qu'est-ce que vous touchez? Bah, depuis 1 an, je suis au chômage partiel. Et là, en septembre, je suis au chômage total. Ah, bah d'accord, donc on va calculer par rapport à votre chômage partiel de cette année-là. Et dans 3 mois, eh bien, au final, votre calcul, vos APL vont augmenter
parce que vous aurez 3 mois d'activité en moins, les 3 premiers mois, et 3 mois de chômage, les 3 derniers mois en plus. Donc l'aide va augmenter. Donc en gros, les perdants sont ceux qui ont amélioré leur situation. Les gagnants, les 26% d'allocataires qui sont gagnants, c'est que malheureusement pour eux, dans leur vie, ils ne sont pas gagnants. Donc, est-ce qu'il faut moins aider quelqu'un qui effectivement sa situation s'est améliorée et plus aider quelqu'un dont sa situation s'est dégradée? Moi, j'ai envie de dire un grand oui. Alors, après, effectivement, il y aura toujours un cas particulier où la personne n'a pas tant gagné que ça et a plus perdu. Mais il y a un moment où effectivement, les aides de l'État, elles sont très bien faites, elles sont là pour nous aider. Elles sont là pour nous aider quand on en a besoin. Et il faudrait qu'elles aillent vers une amélioration dans le sens où elles doivent de plus en plus être par rapport à la réalité. Donc, vous avez des béquilles à un moment donné parce que vous vous êtes cassé la jambe. Une fois que les médecins vous disent vous n'avez besoin que d'une seule béquille, c'est pas le moment de vous dire ah bah non, j'ai perdu une béquille, pourquoi la médecine ne m'aide pas? Et puis 6 mois plus tard, vous avez le droit de marcher. Ouais, mais non, le fauteuil roulant, c'était quand même cool. Me fatiguer un peu moins. Encore à Nancy, sur les trottoirs, l'exemple est très mauvais. Mais personne, je pense, ne se plaindra de remarcher à nouveau. Là, c'est un peu pareil. L'État vous offre une béquille parce que vous avez une situation problématique. Vous êtes étudiant, vous êtes au chômage partiel. Un étudiant, donc on va reprendre l'année charnière. Vous étiez étudiant en 2018, vous êtes aujourd'hui cadre, vous touchez encore des APL. Ça, c'est le meilleur des cas, parce que vous ne serez peut-être pas cadre, vous travaillez chez McDo, chez Match, vous travaillez en stage chez un dentiste, vous ne trouvez pas d'emploi, vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça, c'est tout un tas d'autres situations. Mais aujourd'hui, vous êtes en emploi, il y a 2 ans, vous étiez étudiant, vous continuez pendant 2 ans de toucher des aides. Est-ce que vous vous considérez comme perdant du coup avec ce nouveau calcul? De ne plus toucher d'aide parce que effectivement vous n'êtes plus étudiant et ça maintenant l'État prend en compte le fait que vous ne soyez plus étudiant mais que vous soyez salarié et du coup on se base sur votre salaire. Par contre à l'inverse effectivement vous perdez votre emploi, eh bien il n'y aura pas à attendre 2 ans pour avoir une aide. Bon. Après, effectivement, le côté précaire immédiat, on est quand même sur 12 mois de salaire, donc quelqu'un qui était à temps plein, 35 heures, à plus que le SMIC, il faudrait que je prenne la calculatrice pour vraiment connaître les calculs des APL à ce niveau-là. Mais si effectivement vous avez travaillé toute l'année 2020 et que vous perdez votre emploi maintenant, on va quand même prendre les 12 derniers mois, non, vous étiez salarié. Donc si vous mettez moins de 6 mois à trouver un emploi, et encore une fois c'est ce que je vous souhaite, vous n'allez pas pouvoir compter sur ces 6 mois pour faire une aide. Les 3 premiers mois du coup, les 3 seconds peut-être que vous aurez quelque chose, les 3 suivants vous aurez plus parce que vous aurez 6 mois de non-activité et 6 mois d'activité, mais il faudrait être au chômage 1 an finalement pour que ça commence à être vraiment, alors en utilisant les termes de Moneyvox, gagnant. Pour les personnes en chômage longue durée, moyenne durée, il y aura plus de gagnants que de perdants. Tous les perdants que l'on recense actuellement, c'est cet effet de bord où effectivement on est passé d'un coup d'un seul des revenus de 2018 aux revenus de 2020. C'est tout. Donc effectivement, tous les étudiants, les étudiants 2018 qui continuaient à toucher des aides aujourd'hui, ce sont eux qui perdent le plus aujourd'hui. Donc voilà, non, moi je pense sincèrement que le calcul, il fallait le changer. C'est pas logique de compter sur 2 ans en arrière. Effectivement, donc il y a des perdants et courage à vous. Mais théoriquement, donc si vous avez perdu, c'est que votre situation s'est améliorée. Maintenant, j'aimerais justement que quelqu'un me dise, non, regarde, j'ai plus, ma situation s'est améliorée de 10 euros et du coup, mon aide, elle, a été divisée par 5. Ça, je veux bien l'entendre et je veux bien avoir l'exemple. Si quelqu'un est dans ce cas-là, je veux bien le recevoir. On fera même une vidéo ensemble pour qu'il nous explique
à quel point bah, sa vie, c'est pas super cool avec ce changement. Euh, donc a priori, vous me dites que le son mais pas l'image, donc tant mieux, je vais continuer à parler. Oui, j'ai dépassé les 30 minutes, c'est pour ça. En fait, je pense que j'ai une connexion internet démo et on a dit qu'on restait 30 minutes, donc ça doit être 30 minutes et pas une minute de plus, hein. Donc ça y est, et là maintenant ça va cartonner et ça va fonctionner jusqu'au bout. Non, bon, il y a un moment où je sais pas si c'est Windows, l'ordinateur n'a pas fonctionné depuis une semaine. J'aurais peut-être dû l'allumer pour qu'il travaille un peu. Mais bon, là, enfin, ça m'embête. Ça fait deux émissions, pas de suite, mais deux émissions qui coupent comme ça. Bon, c'est ennuyant. La majorité de l'émission s'est bien passée. Je vais rester moi sur ce côté positif. Je conclus non sur le seul point négatif. Le seul point négatif que je trouve à cette réforme, euh, alors le point positif c'est que le calcul est beaucoup plus logique. Le point négatif par contre pour moi, enfin, c'est en termes de gestion, c'est que là vous êtes bailleur, bon courage, vous êtes locataire, bon courage. Tous les 3 mois, il faut recalculer. Donc, vous êtes bailleur. Avant, jusqu'à maintenant, un bailleur me disait ouais, bah, s'il a les APL, tant mieux. Moi, au moins, je suis sûr d'être payé. Donc, s'il a droit aux APL, je prends. Et puis, du coup, bah, effectivement, il fait son dossier et le bailleur touche les APL. Paf, paf, paf. Tous les mois, directement, parce qu'on peut faire en sorte que ce soit le bailleur qui touche les APL directement. Et paf, tout va bien. Donc on a fait le calcul une fois, au moment de la signature du bail, c'est bon, vous avez votre caution et en plus vous avez les APL, ça roule. Et ça roulait pendant un an, donc pour du locatif étudiant, c'était parfait. Maintenant, c'est la merde. C'est la merde parce que bah, le dossier il est bon au moment de la signature du bail, mais dans 3 mois, est-ce qu'il sera bon? Est-ce que du coup, bah, en fait, non, parce que c'est un étudiant qui a vraiment beaucoup travaillé et du coup, sauf qu'il est étudiant, donc il a beaucoup travaillé, il a beaucoup gagné, mais il a surtout beaucoup claqué. Il a acheté une voiture, et du coup, bah, dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 9 mois, parce que le calcul est tous les 3 mois, et ben l'aide, elle va passer de 200 euros à 0, de 0 à 90, de 90 à 30, de 30 à 130. Et le bailleur, bah lui, tous les 3 mois, il faut déjà, parce que je pense que c'est au locataire de faire la mise à jour, sinon l'aide coupée, ça je sais pas du coup. Mais enfin, j'imagine que s'il faut la faire tous les 3 mois, si vous ne la faites pas, vous repassez à 0. Donc tous les 3 mois, le bailleur va devoir peut-être tenir par la main le locataire, parce qu'on les connaît les étudiants, hein. Il faut les tenir par la main, pour lui dire faites bien votre actualisation sur le site de la CAF et tenez-moi au courant, parce que bah, le propriétaire, le mois d'après, bah, il me manque 100 euros quand même sur mon loyer. Et tous les 3 mois, il va falloir qu'il récupère, qu'il rappelle, ah oui, mais du coup, faites-moi un virement, parce qu'on ne peut pas mettre un virement automatique, on ne peut pas mettre un prélèvement, on ne peut rien faire en fait. Donc tous les débuts de mois, au moins une fois par trimestre, eh bien, le propriétaire risque de devoir rappeler le locataire. Bah, écoutez, là, votre allocation, elle a baissé de 30 euros. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, vous avez travaillé chez Pizza Hut. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, attendez, je vous fais un virement de 30 euros. Puis le mois d'après, bah oui, non mais c'est pendant 3 mois du coup que. Et puis les 3 mois d'après, ouais, mais là vous avez donné 30 euros de plus parce qu'en fait vous avez eu votre APL qui a augmenté. Ou alors même il y aura peut-être des propriétaires qui préviendront pas. Quand l'APL va augmenter, le locataire va faire son virement et ça va être la merde. Donc à ce niveau-là, bon courage. Faudrait là aussi que je trouve des propriétaires bailleurs qui depuis le début de l'année, donc là on a vu qu'il y avait des perdants au niveau des APL, moi j'aimerais bien voir aussi le côté bailleur, si c'est pas trop galère. Et puis le côté locataire mais gestion, est-ce que c'est pas trop galère de faire la demande tous les trimestres, la revalorisation du loyer du côté du bailleur ou la demande de remboursement du bailleur parce que les aides ont augmenté. Ça, je pense que c'est effectivement le plus problématique dans le sens où 3 mois, ouais, ça fait 4 fois par an où il va falloir changer. Donc une location étudiante, même si vous le gardez 1 an ou 2 ans, il va falloir le changer tout le temps, peut-être en tout cas dans certains dossiers, parce que dans la majorité des cas, l'étudiant restera étudiant, son dossier ne change jamais, ses ressources ne changent jamais, donc il n'y a pas d'actualisation à faire. Mais dans les autres cas,
ça va être difficile du coup de se baser sur les APL pour accepter ou non un dossier locataire. Voilà, j'ai dépassé, oui, de 10 minutes. Ah, et c'est à cause des coupures en plus, parce qu'on n'aurait pas eu les coupures, on serait dans les temps. Euh, Puis vous êtes plus nombreux à la fin qu'au début, donc tout va bien. Non, j'ai dépassé de 10 minutes, il faut quand même que je coupe rapidement parce que j'ai une offre en cours pour un appartement que j'ai en vente, qu'on va faire accepter. Et puis j'ai un rendez-vous sur Lunéville, donc c'est pas la porte d'à côté. J'avais dit que j'emmenais les croissants, j'avais oublié que j'avais l'émission. Donc finalement, ce sera peut-être l'apéro que je vais emmener. Donc je vais vous laisser là-dessus. Alors j'ai pas regardé hein, la fin du sondage. J'aurais pu vous demander si vous étiez pour ou contre le changement. On est à 50-50. Vous me fatiguez, hein. Vous me fatiguez, vous êtes systématiquement à 50-50 à chaque fois que je fais un sondage. J'aurais demandé en même temps si vous étiez pour ou contre. Peut-être que vous auriez été à 50-50 aussi. Donc voilà, voilà tout ce que j'avais à dire sur les APL. Merci aux personnes présentes en direct. Vous avez été au rendez-vous alors que bah, effectivement ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là. Vous avez gardé votre réflexe. Merci à ceux qui regarderont en différé. Merci à ceux qui ont commenté. N'oubliez pas, commentaire, partage, like. Faites tout ce que vous voulez pour pouvoir me soutenir. La vidéo sera sur YouTube demain, comme d'habitude. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas le petit bouton s'abonner, la petite cloche. N'hésitez pas à me poser, je ne vais pas dire n'hésitez pas, posez-moi vos questions, comme ça qu'on doit être maintenant. Posez-moi vos questions en commentaire, en message privé, partout, nulle part, sur mon téléphone, parce que vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche régulièrement, hein. Vous avez le Facebook, vous avez tout, il n'y a pas d'excuse. Posez-moi vos questions, comme ça je construis les émissions par rapport à ça, je construis les vidéos par rapport à ça. Il y aura un expresso du coup sur les APL, donc qui va résumer les 40 minutes qu'on a fait ensemble en 5-10 minutes. Très bientôt. Voilà. Je ne savais plus comment conclure. Bah non, mais c'est tout. Merci à tous. Des bisous. Et puis bah, on reprend les bonnes habitudes. Donc à jeudi. Allez, ciao, bye bye.